Je me retourne vers Stéphanie Bignon. Bonjour Stéphanie, rebonjour. Rebonjour Didier, j'étais passionnée par les propos du docteur Dor. On est dans le cœur, dans l'essentiel. On est dans le même sujet, c'est exactement complètement. ce que je me disais. Tout à fait. Oui. Alors, Stéphanie Bignon, les auditeurs commencent à vous connaître, j'espère. Ceux qui ne vous connaissent pas encore, eh bien, ils ont tort, il faut vous connaître, si je puis dire. Stéphanie Bignon, vous avez, entre autres activités, je rappelle que vous êtes quand même ingénieur. Spécialisé dans l'intervention sous-marine. Dans l'intervention sous-marine. Oui. C'est pas paradoxal, mais c'est assez particulier pour une jeune femme, de se spécialiser là-dedans. Vous avez donc dirigé des équipes. Vous dirigez des équipes de plongeurs, des équipes de. Exactement. Et je suis. Absolument, je suis scaphandrier de génie civil, pilote de sous-marin habité et pilote d'engin sous-marin inhabité. Bon, un jour, il faut que vous m'emmeniez, parce que moi, je n'ai plongé qu'il y a 35 ans maintenant, mais quand même, dans les mers norvégiennes, en combinaison sèche, etc. Voilà. Enfin, moi, je ne travaillais pas sous l'eau, j'étais là pour minuter. Vous savez, dans les eaux très froides, on ne peut pas rester très longtemps, au fond. Donc, j'étais le minuteur, voilà, qui était chargé d'attirer l'attention de la personne qui travaillait. C'était pour déminer, c'était pas des choses amusantes, mais enfin bref, j'étais chargé de lui taper sur l'épaule pour lui dire il est temps de remonter, cher ami, parce que sans ça on va avoir le vertige des profondeurs et surtout une hypothermie qui risque d'être. Alors bref, en dehors de cela, vous êtes également et très très enraciné dans la terre, puisque vous êtes éleveur. Ouais. Voilà, vous avez des chevaux, vous avez j'ai des bovins. Des bovins. Voilà, je fais ce qu'on appelle de l'embouche dans ma région, en Brionnais. Dans le Brionnais, l'embouche, c'est en fait l'engraissement à l'herbe, puisque mes bovins ne mangent que de l'herbe. Ils ne sont pas carnivores. Dans un gouvernement qui serait véritablement un gouvernement de la France, vous pourriez être à la fois ministre de l'Industrie et ministre de l'Agriculture. Oui. On y pensera. On va suggérer un certain nombre de choses. Toujours est-il qu'en dehors de ces activités assez exceptionnelles, il faut le dire quand même, vous avez fondé une association fort importante, car cette association qui date du 8 décembre 2014, je crois. Exactement. Si mes renseignements sont bons. Cette association s'appelle Terre et Famille. Oui. Ça veut déjà dire beaucoup de choses. Et le motif de cette association, c'est s'enraciner pour s'élever. Oui. Ben voilà, tout est dit. Tout est dit. et on est exactement dans ce que le docteur nous disait tout à l'heure. Enraciner la vie, un père, une mère, un enfant, pour s'élever, c'est l'éducation, c'est tout ce qui fait du petit homme respecter les racines, un homme. Oui, absolument, et on peut même développer ce qui est devenu donc notre adage, s'enraciner pour s'élever. On en parlait avec Elisabeth de Malray, qui est donc mon associée et membre fondateur de l'association, et avec laquelle nous conversions parce que nous avons un site. Donc terreetfamille.fr, sur lequel vous pouvez retrouver les textes du glaive de la colombe. C'est-à-dire que nous avons la joie d'avoir un abbé très précieux qui travaille avec nous et qui, donc, son pseudonyme est le glaive de la colombe, et qui nous a fait un magnifique texte que j'invite vos auditeurs à lire sur terreetfamille.fr. Ce texte s'appelle « S'enraciner pour être moissonné ». Voilà. C'est magnifique. Et donc, effectivement, nous nous enracinons pas seulement pour nous élever à la gloire de nous-mêmes, mais nous nous enracinons pour être moissonnés par Dieu. Et comme vous le disiez tout à l'heure, l'homme n'est grand qu'à genoux, docteur. Oui. Vous le disiez avant l'émission. Oui. Et c'est notre idée à Terre et Famille, c'est de redevenir fils et filles de Dieu. Si le grain donc libre tombe en terre. Voilà. Absolument. Et de fait, avec Elisabeth de Malray, nous discutions sur ce magnifique texte que nous a fait l'honneur d'écrire Monsieur l'abbé, et nous revenions au moissonneur. Et le moissonneur, donc Dieu, sème au milieu des ronces, sème sur le chemin, sème en bonne terre, et nous sommes la terre. Nous sommes la terre et nous devons accepter, nous devons enraciner la parole de Dieu en nous
pour devenir à la fois ce nutriment nécessaire au grain et pour son élévation, et peut-être devenir le froment du Christ. Oui. À terme, et devenir un grain à nouveau et être semé de nouveau peut-être. Donc on rentre dans un cycle absolument fantastique et nous dissertions sur ce sujet avec Elisabeth de Malray. Et c'est tout Terre et Famille. Et Terre et Famille, cette association dont le parrain est le professeur Pierre Magnard. Absolument. Qui viendra donc nous faire une conférence le vendredi 27 mai à Briand, puisque Briand est le siège social de l'association, et il nous fera une conférence extraordinaire sur le nouage entre le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie, et sur les apparitions mariales depuis la guerre. Voilà. Mais avant cela, nous avons le 19 mars une conférence de Xavier Martin, sur Voltaire, son humanisme et la liberté d'expression chez Voltaire, humanisme et liberté d'expression chez Voltaire. Et puis nous aurons Claude-Marie Berthelot qui viendra nous parler d'éducation nationale en avril. Oui. Et puis ensuite nous aurons en juillet Jean-Claude Martinez qui nous parlera de l'euthanasie. D'accord. Donc nous avons un gros programme et qui est disponible sur notre site terrefamille.fr. Et ce programme est donné dans votre village de Briand. À Briand. Alors je dois dire un immense merci à tous nos médias, les vrais médias, ceux qui informent et pas ceux qui désinforment. Je voudrais citer le Salon Beige, Radio Courtoisie évidemment pour commencer, Radio Courtoisie, le Salon Beige, Nouvelles de France et d'autres, le Rouge et le Noir et d'autres encore. Qui sont un moyen extraordinaire de travailler. Parce que nous travaillons ensemble, en fait. Hein. Oui, oui. Terre et Famille, c'est un maillage. Nous travaillons à faire le bon usage du filet de Marie, comme dirait Pierre Perrier aussi, un de mes pères spirituels, je dirais. Pierre Perrier qui parle du filet de Marie. C'est-à-dire que nous faisons des rencontres, nous avons la joie de nous connaître, mais c'est pas pour rien. C'est pour travailler avec la Providence à protéger l'essentiel, c'est-à-dire la vie. Donc nous enracinons la parole de Dieu en nous et nous l'enracinons. Tout cela, comme nous le disions avec le docteur Dor tout à l'heure, il nous est aujourd'hui impossible de dire que nous aimons. Nous aimons notre patrie, nous aimons notre famille, nous aimons... C'est ringard, c'est dépassé. Voire si je dis que j'aime ma patrie, j'ai tout de suite l'air fasciste. Absolument. J'ai tout de suite l'air extrême. C'est une condamnation définitive. Et je n'ai même pas le droit de me mettre en colère contre des choses qui sont inacceptables. Or, me disait cet abbé, la colère s'enracine dans l'amour. Cet abbé qui travaille avec nous, le glaive de la Colombe, nous disait la colère s'enracine dans l'amour. J'avoue qu'il m'a fait beaucoup de bien parce que je me sens quelquefois très colérique et ça excuse. En fait, colère n'est pas péché. Il y a les saints de colère. Voilà, exactement. Le Christ lui-même. Exactement. Et donc, une des choses qui nous a été demandée, donc Terre et Famille, ce sont des conférences, c'est également je dirais, pour nous, le cœur de notre activité, c'est le chapelet, c'est le cœur de nos petites églises. Nous trouvons extraordinairement dommageable pour notre société que cet agglutinement, cette agglomération des gens sur des territoires infimes en fait, par rapport à notre sol. Et donc nous voulons retrouver le maillage, c'est pour ça que nous prenons racine dans l'histoire médiévale de notre pays. C'est pour retrouver ce maillage de petits villages qui avaient pris corps autour de petites églises romanes. Et donc c'est l'Eucharistie, le pain, le vin, le pain, le vin... Eh bien, c'est quoi? C'est le travail des paysans, c'est le blé, c'est la vigne. Et puis autour, ce sont les artisans. Et puis encore autour, les commerçants. En cercle concentrique, de cette façon. C'est le maillage de la société. Et nous partons du cœur de l'Église. Et donc, nous organisons des chapelets. Le chapelet des familles, comme nous l'appelons à Terre et Famille. Donc, le chapelet des familles. À Briand, nous avons un chapelet tous les premiers vendredis de chaque mois, comme l'a demandé Sainte Marguerite Marie, notre patronne, puisque nous sommes à 20 minutes de Paray-le-Monial. Et nous organisons le chapelet tous les vendredis de mai et tous les vendredis d'octobre, mois de Marie et mois du Rosaire. Nous avons également un chapelet organisé à 9h à Paray-le-Monial, qui est mené par Elisabeth de Malray.
chapelet des familles, appareil monial. Donc ça, c'est le cœur de l'activité de Terre et Famille. Ensuite, nos conférences pour nous désintoxiquer, parce que nous sommes tous très intoxiqués, et je pense que celui qui croit qu'il ne l'est pas est le plus intoxiqué d'entre nous. Les toxines qui nous ont été envoyées depuis, je dirais depuis 200 ans, mais en particulier depuis 60 ans, sont terriblement miscibles dans nos organismes, et nous avons un mal fou à nous en débarrasser. Et nous sommes tous plus ou moins touchés, et tous plus ou moins en résistance, mais c'est très profond. Donc nous nous désintoxiquons par le biais de ces rencontres avec des conférenciers très pointus et très puissants dans leur réflexion et très en réaction. Et nous valorisons évidemment l'artisanat, les métiers ruraux et qui ont fait la force de notre pays, puisque notre pays est beau parce qu'il a été rural, essentiellement rural. Oui. Et s'est construit sur cet héritage rural, sur cette agriculture puissante, sur ce que nous a donné Dieu et que nous avons su faire fructifier, une industrie, et puis des bâtiments, une culture, tout en est tiré en fait. Et à 4 kilomètres de Briand, il y a Anzy-le-Duc. Et donc là, nous venons à un autre volet de Terre et Famille. Exactement. C'est un autre volet de Terre et Famille qui est non seulement la réflexion, la désinformation et la prière, mais l'action. Voilà. C'est-à-dire prier, oui, mais prier pour nous donner la force d'agir, pour que la Providence veuille bien nous amener à l'aider. Nous voulons servir, en fait. Et pour servir, prier, certes, mais agir aussi. Les pieds par terre pour avoir la tête au ciel. Les étoiles. Voilà. La bonne taille de l'homme, n'oublions pas, c'est toujours que les pieds touchent par terre. Tout va bien. Et de fait... à 4 kilomètres d'ici, donc ce joli petit village d'Anzy-le-Duc nous a appelés au secours. Les habitants d'Anzy-le-Duc, certains habitants d'Anzy-le-Duc, ne trouvaient plus aucun recours pour se sortir d'une mauvaise affaire dont ils venaient tout juste de prendre connaissance, c'est-à-dire le remplacement des vitraux de leur petite église, une église du XIe siècle. Superbe église, petite église. Mais magnifique. C'est vraiment et d'ailleurs pas si petite que ça d'ailleurs, parce que pour une église romane, avec un très très beau clocher octogonal. Là encore une fois, j'invite les auditeurs à peut-être aller sur le site de Terre et Famille, mais et même ailleurs, on en a beaucoup parlé, donc il y a des photos, Anzy-le-Duc, c'est une petite église magnifique qui très bien conservée et toujours en activité. Absolument, toujours en activité. Et toujours en activité. Et le lieu de mariage, c'est très difficile de se marier à Anzy-le-Duc parce que quasiment... tout le monde se marie toutes les semaines, absolument. Compte tenu de la beauté du lieu. Exactement, ce qui fait d'ailleurs que l'église est connue dans le monde entier. Oui. Parce que beaucoup se sont mariés à Anzy-le-Duc et il y a un amour pour cette église extraordinaire. En plus, elle fait partie d'un corps de bâtiments, d'un prieuré très bien entretenu, très bien conservé. C'est un ensemble magnifique. Et précisément, pourquoi donc ces personnes nous ont appelés au secours ? C'est parce que les vitraux qui avaient pourtant été remplacés avaient été restaurés et complètement restaurés il y a moins de 10 ans pour ceux du chœur, étaient menacés de remplacement par un mécène qui venait avec son artiste qui l'imposait. Or, ce mécène entre guillemets, avait rendu visite au maire quelques années auparavant, et le maire avait proposé au mécène « S'il vous plaît, monsieur le mécène, les vitraux, c'est pas la peine, ça fait moins de 10 ans que nous les avons remplacés avec l'argent de la région. » Argent public. Soyons précis. Donc, ça n'est pas la peine. Par contre, les fresques ont vraiment besoin. Si vous voulez vraiment faire du mécénat, si vous voulez vraiment nous rendre service, alors aidez-nous à restaurer les fresques. Et là, le mécène a répondu catégoriquement non. Moi, je veux les vitraux et je veux imposer mon artiste. Or, ce même artiste, M. Fromanger, l'a dit immédiatement. Il a dit, moi, mon œuvre n'est pas compatible avec la Sainte Croix. Mon œuvre n'est pas compatible avec des images pieuses, donc je veux tous les vitraux, y compris ceux du chœur qui ont été complètement démontés et restaurés il y a moins de 10 ans. Je veux les démonter et je veux mettre
mon œuvre à la place. Alors, la Sainte Croix est importante parce que, bon, c'est la Sainte Croix, tout le monde a bien compris, les catholiques en particulier, mais c'est aussi le vitrail du cœur. C'est le vitrail du cœur. Qui représente la Sainte Croix, précisément, qui est un vitrail superbe. Et complètement restauré, encore une fois. Voilà. En 2005, il n'était pas là, il était remplacé par des contreplaqués et des cartons parce qu'il était en train d'être complètement remis à neuf. C'est ça. Avec l'argent public. Voilà. Donc, et nous sommes face, précisément, vous parliez tout à l'heure de ce côté diabolique, si j'ose dire, décréateur. Et là, nous sommes face à de la décréation. Vous disiez, déconstruction. Vous disiez tout à l'heure, le diable ne peut rien sans Dieu. Certes, il ne peut rien sans Dieu, puisqu'il ne crée rien. Ça n'est qu'un trou noir, une aspiration de la création, le néant. Néant. Exactement. Et là, quand on regarde les œuvres de M. Fromanger, on pense exactement à ça, au néant. Oui. C'est le néant qui... Vous êtes aspiré dans le rien. J'ai vu les ébauches de ces vitraux, c'est effectivement... Alors, il y a de la couleur, bon, etc., ça, c'est pas compliqué, mais ça ne veut rien dire. Rien. Il n'y a aucun sens à ces vitraux. Alors que dans un lieu sacré, il est bien évident que le vitrail de la Sainte Croix, au cœur du cœur, si je puis dire, a un sens évident, même pour le non-croyant d'ailleurs. On ne peut pas le mettre ailleurs en quelque sorte. Quoi. Il est là parce que ontologiquement, ça constitue même le cœur de l'Église. Et c'est la vocation. Non figuratif. Ce qui est proposé. C'était même assez figuratif. Ça représentait une foule, des silhouettes avec des vélos, avec voilà, à la place de la Sainte Croix. Oui, figuratif si on veut. Allusif peut-être. Allusif, ça serait beaucoup mieux. Oui. Mais toujours est-il que, oui, il nous imposait vraiment notre Église qui a vocation d'annoncer le Christ avait tout d'un coup vocation à annoncer, à être à la gloire de Monsieur Fromanger. Et il était très clair là-dessus d'ailleurs. Hein. Il s'en est pas caché dans les articles où il était très en colère d'avoir échoué, de dire que non, il comprend pas. Quand on le veut lui, on le veut tout entier. C'est ça. Voilà. Donc c'est extraordinaire. Moi. Et encore moi. Et donc ces personnes qui nous ont appelés au secours, qui ont appelé Terre et Famille au secours, se sont trouvées face aux ébauches dont vous parliez tout à l'heure, grâce à un réflexe du maire qui a pris des photos et qui les a ramenés de Paris, des ateliers donc de M. Fromanger, sur sa commune à Anzy-le-Duc. Il a fait une réunion publique en disant voilà ce qui va maintenant remplacer nos vitraux. Et là, certains ont pris très peur et nous ont appelés au secours. Et ils ont pris très peur parce que c'est certains vitraux, comme celui qui est au-dessus du linteau du côté ouest, est immense et que ça changeait, évidemment, ça dénaturait complètement l'édifice. Complètement. Voilà. Alors, vous savez que la phrase que Gérard Fromanger lui-même prononce quand il veut caractériser son œuvre, c'est « d'une chose en est une autre ». Oui, c'est cela. C'est intéressant. Bon, on met ça à plat et on trie. Exactement. Voilà. Comme nous a dit un de nos adhérents à Terre et Famille, M. Fromanger a également parlé de l'humanité en marche, puisque ce sont des silhouettes de personnes. Et c'est effectivement l'humanité en marche arrière, très probablement. Enfin, à vélo, toutefois. La marche arrière à vélo, Stéphanie Billon, je vous le recommande. Bon. Donc, non, c'est dérisoire. De toute façon, c'est le néant. C'est le néant, c'est le néant. Et donc, monsieur le maire dit, voilà, on va remplacer les vitraux. Donc, c'est la panique qui prend je dirais, les personnes de goût et d'esprit. C'est le changement pour le changement, n'est-ce pas Oui, pour la destruction. En vue de la destruction. Oui, c'est ce que dit Giscard d'Estaing, moi je m'en souviens. À partir du moment où l'artiste dit, il aurait en quelque sorte accompagner la sacralité du lieu. Absolument. Absolument. La création contemporaine existe, la création d'aujourd'hui. Il y a de grands artistes aujourd'hui. Hein. Mais à partir du moment où il dit « Ah non, je ne peux rien faire dans ce lieu, je vomis en quelque sorte, c'est pas ces termes, mais enfin c'est ça que ça veut dire. Oui. Je vomis quasiment cette croix et on enlève tout parce que j'ai besoin de tout l'espace pour pouvoir manifester mon surmoi. À partir de ce moment-là, effectivement, il n'y a plus rien à faire. Mais pourquoi ne choisit-il pas de faire des vitraux dans une grange qu'il aurait achetée ailleurs Pourquoi défigurer ce qui existe déjà? Alors, il y a une raison, et c'est bien pour ça que nous avons gagné à Anzy-le-Duc. Et nous avons gagné... Sur ces arguments.
Exactement. Et je rends hommage, là, j'en profite, à Anne Brassier, qui est aussi la marraine de Terre et Famille. Absolument. Et qui m'a initié au combat contre l'art contemporain, l'art, on va dire, conceptuel, l'art, pas l'art d'aujourd'hui, qui nous est contemporain, mais l'art qui se dit contemporain, comme dirait Christine Surgens, l'art financier. Voilà. Et donc, je rends également hommage à Christine Surgens et à Aude de Queyros. J'allais même dire l'art business. L'art business, exactement. 100 mètres d'euros dans le cochon pour ne pas avoir à vautrer la belle langue française dans cet art. Absolument. Voilà, absolument. Ne pas en faire une complice. Et donc, mais appelons-le l'art financier, comme en parle Christine Surgens. Et c'est vrai que il y a un personnage qu'il ne faut pas oublier, c'est le prétendu mécène. Oui. Il ne faut pas l'oublier parce qu'en fait, ce n'est pas un mécène. Et parce qu'on ne parle pas d'art, on parle d'un produit financier. Exact. Et donc, ce qu'a fait Terre et Famille, puisque nous avons été bien enseignés par, donc, encore une fois, Anne Brassier, Aude de Queyros, Christine Surgens, bien enseignés à démasquer, à démonter le mécanisme qui se cache en réalité derrière. Et au lieu de nous mettre dans une posture de l'art, non, c'est pas ça, c'est pas beau, etc. Ce qui est tout à fait, mais qui est tout à fait juste en plus. Ça n'est pas de l'art, mais vous êtes immédiatement déstabilisable, puisqu'aujourd'hui on va vous dire oui, vous êtes ringard, vous n'aimez pas le décalage, vous n'avez rien compris, liberté d'expression, toutes ces fadaises. On a voulu éviter ce premier piège, et on a voulu aussi éviter le piège de « ouais, vous êtes des cathos, vous êtes tradis, etc. » Donc on a voulu éviter ces deux pièges. Donc on s'est dit, le mieux, c'est pas de se justifier, c'est d'attaquer. Et donc nous avons attaqué l'ennemi au cœur, et le cœur, c'est l'argent. Parce que c'est Mammon ou le Christ, en quelque sorte. Et quand Jésus chasse les marchands du temple, il chasse les changeurs, les gens qui changent de la monnaie pour de la monnaie sacrée et qui profitent des pèlerins pour se faire des fortunes. Absolument. Voilà, contre des demi-shekels pour acheter des animaux à sacrifier. Exactement. Comment vous définiriez l'art ? L'art, c'est l'expression de notre divinité, si j'ose dire. Il y a quelque chose de Dieu qui passe dans l'art. Donc, alors je voudrais pas aller trop loin parce que. Mais dans l'ordre naturel ou surnaturel. Il y a forcément l'art. Il y a un ordre, évidemment. C'est surnaturel. Une vérité. Exactement. Et du coup, là, si vous voulez, la raison pour laquelle je ne m'étends pas, professeur, c'est que il ne s'agit pas d'art du tout. Il s'agit de produits financiers. Et donc, c'est pour ça que là, on peut même pas disserter sur l'art parce qu'on en est à des années-lumière. Exactement. Et j'aimerais beaucoup, cependant, disserter sur l'art, docteur. Là, je vous renvoie aux excellents livres qui sont parus et qui ont été annoncés, évidemment, discutés, présentés sur cette antenne, sur Radio Courtoisie. C'est évidemment les livres de Christine Surgens, d'Aude de Queyros, absolument. Mavrakis, il faut les etc. lire. Il faut lire ces livres qui sont fondamentaux pour comprendre ce qui se passe. J'ai peur d'écorcher son prénom, Jean-Pierre Haruel aussi, qui a écrit... Jean-Louis Haruel. Jean-Louis Haruel, pardon, qui a écrit un livre fondamental à ce sujet, bien sûr. Et donc... notre mécène, qui n'est pas un mécène mais un spéculateur, s'impose à Anzy-le-Duc et dit « Moi, je veux changer les vitraux ». Ces vitraux avaient été restaurés par l'argent public. Donc nous sommes face à un premier hold-up, comme nous l'avons dit et redit. Il y a 3 hold-up dans cette affaire. Le premier hold-up, c'est l'argent public qui a été investi dans cette église il y a moins de 10 ans, l'argent de la région. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ces vitraux étaient destinés à finir en caisse, voire pour celui du cœur, à finir dans la crypte. Pour un vitrail, c'est très intéressant. Pas mal. Donc, et surtout pour la croix du Christ, qui est censée être dressée sur le monde, elle finit dans la crypte, c'est aussi très parlant. Mais c'est ce qui nous a été proposé. C'est extraordinaire, la croix du Christ dans la crypte. Et plutôt la tête en bas, peut-être. Sans doute. Comme Saint-Pierre. De toute façon, à l'horizontale, parce que ça ne tenait pas verticalement. Ça ne tenait pas verticalement, Bref. Donc cet argent public. Premier hold-up. Voilà, premier hold-up. Absolument. On gaspille l'argent public. À une époque où on nous dit qu'il faut faire des économies, où il n'y a plus de sous. Deuxième hold-up, nous nous trouvons face à un accaparement de notre patrimoine, un accaparement de cette église du XIe siècle qui attire des touristes du monde entier, des pèlerins du monde entier qui viennent se ressourcer, un détournement dans ce tissu médiéval profondément spirituel.
eh bien, on le détourne, on l'accapare. Deuxième hold-up. Et le troisième hold-up, qui n'est pas des moindres, c'est que nous sommes face à une machination au sens où les 700 000 € investis dans les vitraux sont défiscalisés à 75%. Or, M. Fromanger va exposer cette année à Beaubourg. Je fais monter, et quand on sait que le mécène, entre guillemets, donc le spéculateur, est un collectionneur d'art contemporain, je fais donc monter la cote des œuvres que j'ai dans mon grenier, n'est-ce pas, avec l'argent public, puisque c'est défiscalisé à 75%. Et de ce fait, et bien sûr, monsieur le spéculateur et monsieur l'artiste raflent la mise. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est extraordinairement bien pensé. Le problème, c'est que nous l'avons démasqué à Anzy-le-Duc et que nous l'avons dit haut et fort et que grâce, je dirais, à l'aide décisive de Monseigneur Rivière, évêque d'Autun, l'affaire a rapidement, je dirais relativement rapidement, trouvé une fin heureuse. C'est-à-dire que nous avons véritablement été soutenus par l'évêque dans cette affaire. Bravo l'évêque. Exactement. Alors, comment avons-nous agi ? Parce que c'est les enseignements de cette affaire qui sont intéressants. Bien et sûr. Dieu sait si on a appris, nous également, et prêt à mener d'autres opérations de ce type. Donc, encore une fois, si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas à nous envoyer un email à terreetfamille, tout attaché sans S, @gmail.com. Donc, je répète, terre et famille, tout attaché sans S, @gmail.com. N'hésitez pas, si vous avez ce genre malheureusement d'affaires en cours autour de chez vous, à nous envoyer un email. Nous serons ravis de vous aider. Et vous retrouvez tous les détails de Terre et Famille, numéro de téléphone et autres, sur notre site, terreetfamille.fr. Donc, comment avons-nous procédé ? Eh bien, évidemment, nous avons fait circuler des pétitions, c'est très bien. Tout le monde peut participer, ça fait du... Mais ce qui est décisif, c'est que nous avons fait écrire massivement des lettres et des courriels aux autorités du lieu, c'est-à-dire au maire, c'est-à-dire aux prêtres, premier affectataire. Bien sûr, loi 1905. À la DRAC, oui. Aux monuments historiques et également à l'évêché. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, et là, c'est je dirais presque la surprise, mais le danger aussi, c'est que dans un premier temps, les institutions, la DRAC, les monuments historiques, avaient crédité ce tout à fait. Et jusqu'au bout. La DRAC en particulier a incité très fortement à l'acceptation du projet. C'est ça qui est terrible, parce que ces gens sont des spécialistes. Ces gens sont capables, eux, enfin en principe, on pense que ces gens sont capables de juger. Or, ils sont dans une église, ils savent que cette église est affectée au culte selon une loi de la République. Exactement. Et malgré ça, ils acceptent de cautionner un projet qui va être à l'encontre même de ce qu'ils préconisent. Ils sont là pour valoriser le beau. Et alors, c'est très important ce que vous dites, parce que autour d'une église de village, vous avez deux personnes très importantes. Une église plus ancienne que 1905, c'est-à-dire une église qui existait au moment de la loi 1905. Eh bien, deux personnes sont très importantes, c'est le maire en tant que propriétaire du bâtiment, oui. Et le prêtre en tant que premier affectataire, pour le cas d'une église toujours en activité. Là, en l'occurrence, le maire a senti qu'il se faisait abuser. Le prêtre savait qu'on était face à quelque chose d'aberrant. Mais, comme vous l'avez très bien dit, les autorités, nos institutions, qui sont les gardiennes normalement, et dans un pays comme le nôtre, légaliste, peut-être trop, eh bien, quand la DRAC, quand les monuments Direction de France, régionale des affaires culturelles, absolument, Direction régionale des affaires culturelles, quand les monuments de France disent « mais bien sûr que c'est tout à fait compatible avec notre patrimoine », eh bien, vous rajoutez à cela l'ivresse créée par l'argent et vous avez un climat d'écrasement. C'est-à-dire que, et là c'est pour ça que vraiment, ne nous laissons plus écraser, ne nous laissons plus impressionner par ces institutions qui ne sont plus que des façades. Là, vraiment, ce que je retiendrai de cette affaire d'Anzy-le-Duc, c'est cela. C'est-à-dire que la population aujourd'hui n'est pas complètement
pervertie, loin s'en faut. Mais le problème, c'est qu'elle est écrasée. C'est ça. Écrasée par des institutions qui ne sont plus que les façades d'elles-mêmes. Et derrière, il y a une pénétration d'idées très perverses. Je pense que nous sommes dans un complot. Vous ne croyez pas? Alors, c'est définition même du complot. Docteur, le terme à ne jamais employer. Je vous rappelle, cher docteur, que même nos ministres vont dans les lycées aujourd'hui pour faire comprendre à nos chères têtes blondes, enfin têtes blondes, je m'abuse encore, en tout cas à nos enfants, et aux enfants des écoles, que ce qu'ils entendent à la maison, le discours de bon sens qu'ils entendent à la maison est un discours très pervers. Parce que souvent, il induit le fait qu'en analysant, on se dit, mais nom d'un chien, ça peut pas venir de rien, c'est pas un hasard, c'est pas le sens de l'histoire, donc il y a quand même quelqu'un qui pilote derrière. Et ça s'appelle la théorie du complot. Eh bien, vous avez des ministres qui passent dans les lycées aujourd'hui pour dénoncer ça, en disant aux enfants, n'écoutez pas ce que vous entendez à la maison. N'écoutez pas ce que vous trouvez sur Internet, tout ceci est faux. Nous allons vous dire la vérité. Voilà. Et on est en train de démonter. Alors, je ne sais pas s'il y a une théorie du complot et ça n'a aucune espèce d'importance. C'est le complot du péché original. Nous retournons à Genèse 3:5. Le complot, il est là. C'est factuel. Aussi ancien c'est factuel. Voilà. Que l'homme. Bon, c'est factuel. Et c'est repris par la maçonnerie. Et quand on reprend ce qui se passe quand Jésus chasse les marchands du temple quelques jours avant d'être crucifié, parce que Jésus a pu prêcher la bonne parole et l'amour, mais quand il s'est attaqué à la partie financière de son temps, là, les grands prêtres et les scribes se demandaient comment ils allaient le faire périr. Et donc, nous sommes face à des machinations financières. Et ces machinations financières ont pénétré toutes nos institutions. Voilà. Et ça, je le dis, mais il faut que nous résistions. Et résister, ça ne veut pas forcément dire faire des grandes actions extraordinaires. Ça veut dire agir très même petitement devant chez nous. Quotidien, exactement, au quotidien. Et ce que Terre et Famille se propose de faire, c'est d'apporter son soutien, voire de fédérer, voire d'apporter des conseils, de peut-être réorienter vers des gens qui connaîtraient mieux le sujet. Nous représentons aujourd'hui un réseau assez puissant. Et donc, véritablement, il ne faut plus que nous laissions rien passer. Et là, je citerai un exemple que dont Anne Brassier me parlait, c'est le château de Lagny-le-Sec dans l'Oise. Ce château de Lagny-le-Sec dans l'Oise, qui est un château du 19e, est aujourd'hui dans un état tellement lamentable que on ne peut plus rien en sortir, et c'est vraiment très dommage, ça fait mal au cœur. Mais il y a 30 ans de cela qu'on l'a abandonné. Il y a 30 ans. Et je parlais de cynisme tout à l'heure. Exactement. Car le cynisme est là. On laisse pourrir un château, une institution, une église, etc. Et puis 30 ans plus tard, on dit finalement on aimerait bien, vous comprenez, il n'est plus le temps. Parce que tout est cassé. Donc on fait autre chose, on rase et on va refaire à la place un hangar quelconque pour y mettre quelques œuvres d'aujourd'hui. Mais Anne Brassier me faisait remarquer quelque chose de très intéressant, c'est que la population des alentours ne s'est pas mobilisée. Pourquoi elle ne s'est pas mobilisée ? Parce que c'est pas une population d'enracinés. Ce sont des gens qui restent parce que c'est la banlieue parisienne, restent 3 ans par-ci, partent ailleurs. Et donc, vous n'avez pas ce que nous disions tout à l'heure, cet enracinement par l'amour, et donc pas l'énergie pour défendre, voyez-vous. Et je voudrais citer un autre exemple. Alors, avant de citer l'autre exemple, parce que ça c'est du factuel, moi je ferai simplement cette remarque. Aujourd'hui, nos gouvernants, quels qu'ils soient, nos pseudo-élites, sont en train de nous fabriquer comme un peuple, comme des peuples totalement déracinés. Regardez ce qui se passe avec cette vague migratoire. Ah, mais bien sûr. On dit on va les accueillir chez nous. Bon, il y a un problème humain incontestable. On ne peut pas laisser ces gens dans la misère dans laquelle ils se trouvent. Ils fuient la guerre. Je veux bien pour certains, mais on sait très bien que pour d'autres, ils ne fuient pas la guerre, et on le sait bien. En un mot, on est en train de faire des mouvements de population énormes de cette façon, de façon à ce que les gens soient totalement déracinés. Or,
un Syrien qui a quitté son douar, quelle que soit la raison d'ailleurs, et qui va arriver dans un village français, pourquoi voulez-vous qu'il ait envie de défendre le patrimoine qui ne représente rien? Quand vous pensez qu'un Premier ministre, un ancien président de la République, dit dans la presse, dit Ubi et Orbi, moi, vous savez, l'histoire des clochers, les trucs comme ça, pour moi, ça n'est rien du tout. Ça ne me parle absolument pas. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Là, Didier, j'irai encore plus loin et je rejoindrai le docteur Dor. Ces vagues migratoires, les migrants, c'est un aspect des choses, mais regardez ce que nous avons fait en Libye, regardez ce que nous faisons en Syrie. Mais c'est nous qui provoquons tout ça. C'est nous qui avons ouvert grand les vannes et qui avons créé cette misère, qui avons créé cette déstabilisation telle. Mais on peut se poser la question, quel est l'objectif ? Quel est l'objectif quand on pense à l'affaire de Cologne et à ses viols ? Quel est l'objectif quand on nous oblige tous les jours à renier notre culture, à renier notre religion, à renier ce que nous sommes ? Et comment peut-on être étonné que ces gens qui viennent avec leurs mœurs nous l'imposent ? Puisque nous renions en permanence. Nous renions les nôtres, voilà, de toute exactement. façon. Mais parfaitement. Et donc, je crois que le premier combat à mener, est plus de se battre pour notre identité, pour le Christ roi, parce que nous sommes un pays catholique, plutôt que contre quoi que ce soit. Parce que, dans l'absolu, si je me bats contre l'islam, d'accord, je me bats contre, et après je vais où ? Non, moi je me bats pour, parce que je fais d'une pierre deux coups. Et je rappelle qu'aujourd'hui, la loi française, depuis la loi Pleven, puis la loi Guesso, etc., nous interdit de lutter contre. Exactement. Car nous tombons sous le coup de la loi française qui a été organisée en amont de façon à ce qu'on ne puisse plus réagir en aval. Et alors là, je vous remercie parce que c'est exactement, je crois, l'esprit diabolique de notre temps. C'est que on nous aiguille vers des voies qui n'en sont pas. Alors, je ne peux pas me battre contre parce que je me fais arrêter par la loi, etc. Eh bien alors, mesdames et messieurs, battons-nous pour. Retrouvons la foi de nos pères. Il est interdit à personne de se battre pour le Christ et d'organiser des chapelets dans ces chapelles. Donc battons-nous pour. Il en est ou dans la rue. Mais nous voulons faire revivre là vous avez été un précurseur. Nous voulons faire revivre nos petites églises rurales. C'est pour ça. Et donc j'ai un autre exemple très important parce que je me dépêche, qui m'a été révélé il y a quelques heures seulement et qui nous est rapporté par le Centre pour l'étude et la protection des monuments anciens et sites de Bourgogne. Et donc ce centre nous alerte que sur le diocèse d'Autun, précisément, à Villeneuve-en-Montagne, l'église de la Chapelle-Villard, qui est une église romane du XVIIIe siècle, en Saône-et-Loire, serait vendue pour devenir un bar ou une boîte de nuit. Et si vous allez sur Internet, vous constaterez à quel point c'est horrible de penser cela, puisque c'est une très jolie chapelle, avec un gisant magnifique d'un évêque, un gisant du XIVe siècle. Voilà. Donc c'est un dossier qui nous est tombé là il y a quelques heures et que nous allons creuser. Mais c'est dire, si tout à l'heure le docteur Dor parlait de l'avortement et de cette atteinte à la vie, nous avons un autre symptôme effectivement qui est un symptôme aussi de cette attaque de la vie. Et qu'il n'y a qu'une seule recette, c'est Viva Cristo Rei. Le Christ roi, c'est la chose. C'est évident que nous avons besoin de retrouver. C'est le fondement. Oui. Voilà, c'est le fondement et qui résout pour notre pays profondément catholique, qui résout beaucoup de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Cette folie de l'argent, cette folie, ces manipulations qui se font ensuite. Par intérêt, par vénalité, que ce soit l'avortement, que ce soit cette immigration qui est voulue quelque part pour renforcer totalement organisée, pour nous affaiblir davantage, etc. Pour des intérêts commerciaux au final, des intérêts de domination. Quand vous savez que vous avez le TAFTA qui se profile et que vous voyez l'état dans lequel est notre agriculture, nous nous battons également, Terre et Famille, pour l'agriculture. Pour la défense de l'agriculture, et nous avons des projets en cours en commun avec les journées paysannes. Quand vous voyez l'état de notre industrie, l'état de notre agriculture, les attaques sur notre identité en permanence et les attaques sur la vie, évidemment, il n'est pas permis de parler de complot, néanmoins, nous convergeons vers la même chose, c'est-à-dire une destruction
Une destruction. Donc il faut absolument réagir et se dire qu'il n'y a pas de petites actions. Toutes les actions, quand elles vont dans ce sens-là, dans le sens du don vraiment, de l'amour de notre pays, toutes petites. Nous avons fait, le ménage dans l'église. Il faut restaurer nos petites églises, il faut faire le ménage, il faut enlever les toiles d'araignée, il faut poncer, Tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut redresser un calvaire, tout le monde... N'attendons plus de nos institutions qu'elles le fassent à notre place. D'abord, nos institutions ne sont pas là pour nous faire du bien, elles sont là pour nous anéantir. Oui. Donc, il faut réagir. Reprenons les manettes. Voilà. Absolument. Stéphanie Bignon, chers auditeurs, vous entendiez Stéphanie Bignon. Alors, il y a un dernier point que je voulais évoquer, parce que là, il va y avoir des actions certainement à faire et des actions assez compliquées, c'est la fameuse loi Macron. Oui, absolument. Car la loi Macron qui a été promulguée, je crois, le 7 août 2015, c'est la loi 2015-990 que vous trouvez sur Internet, devrait donner, les décrets ne sont pas encore passés, mais devrait donner l'autorisation aux maires des petites communes de 10 000 habitants, enfin autour de 10 000 habitants, de faire un affichage publicitaire à l'entrée des communes. Ouais. Or, il est bien évident que cette loi qui existait auparavant, avait été supprimée parce qu'on s'était rendu compte que dans la plupart des communes, ça défigurait totalement le paysage. Une entrée en commune, quand vous avez des panneaux dans tous les sens, etc. Alors, en plus, cette loi, pour ce que j'ai lu, je n'ai pas voulu détailler juridiquement les choses pour cette émission, c'était un peu hors de propos. Enfin, quand vous pensez que les maires vont avoir le droit d'installer des panneaux de 4 mètres sur 3, pardon, 4 mètres sur 3, ouais. Ce qui fait 12 mètres carrés, mais ça peut aller jusqu'à 16 mêtres carrés. Pour des villes de moins de 10 000 habitants. C'est amusant d'ailleurs. Enfin, l'arithmétique n'est pas le fort, certainement, de nos édiles. Toujours est-il qu'ils vont avoir le droit, donc, d'installer un grand nombre de panneaux. Alors, le problème, c'est que les maires de ces communes, compte tenu de la raréfaction des subventions d'État, j'allais vous le dire, disent à leurs concitoyens, oui, mais attendez, on nous a supprimé 350 000 euros de subventions pour cette année, pour faire tourner la commune. On peut récupérer 100 000, 150 000 euros par an en mettant ces panneaux. Il faut bien trouver des subsides quelque part. Mais absolument. À partir de ce moment-là, tout est possible. Oui. Moi, je leur suggère, mais ils ont bien quelques volontaires. Il faut vendre quelques enfants dans la commune. Bien sûr. Bon. Après tout, je veux dire, à partir du moment où on est dans le je sais pas comment qualifier ça d'ailleurs, dans le cynisme de cette façon, on supprime les subventions aux communes et après on leur dit, vous allez récupérer ça en défigurant vos communes. Ouais. Bon. Mais d'ailleurs, les subventions, voilà le poison. Toute subvention, toute aide venant d'une institution est une entrave. On le voit pour l'agriculture et on le voit à travers ce que vous dites précisément. Et je suis également élu local, je suis 2e adjointe sur ma commune. Et vous avez raison, on le voit très bien. Là, et quand j'ai lu cette loi Macron, je me suis dit, c'est incroyable comme les choses convergent encore une fois. Voilà. L'État retire l'échelle. Et nous voilà avec des panneaux publicitaires qui vont remplacer cette manne. Alors ça, les éoliennes. Non, mais c'est fabuleux. Je veux dire, c'est quelque chose d'inouï. On va défigurer totalement notre pays au nom de l'écologie la plus pure, naturellement. Bien sûr. Et pour pouvoir faire vivre de quoi pour pouvoir monter un bout de gymnase supplémentaire, etc., qui sera immédiatement occupé par des migrants, d'ailleurs. Mais vous remarquerez qu'on vous entrave toujours un peu plus sous prétexte de sécurité, de décentraliser, On n'a jamais autant centralisé qu'aujourd'hui, mais néanmoins on centralise toujours plus. Le motif premier est toujours présenté d'une façon positive. Et voilà. Donc on sidère la foule de cette façon-là. On pervertit le sens des mots. C'est pour notre bien. Pourquoi le refuser, puisque c'est pour notre bien. Voilà. Sauf que on détruit absolument tout ce qui consiste à enraciner la population dans son terroir, dans ses... Et pour revenir sur l'affaire d'Anzy, une chose très importante, c'est ce dont vous venez de parler, c'est la sidération. C'est-à-dire que c'est toujours des choses qui vont très vite. Vous voyez, comme cette opération dont on nous parle là, cette petite ville de Villeneuve en montagne, cette chapelle qui menace d'être transformée, cette église qui menace d'être transformée en bar, eh bien c'est la vitesse.
c'est qu'effectivement, ils sont dans l'illégitimité et ils le savent très bien. Et donc, il faut sidérer, comme quand vous allez faire un hold-up. Alors, j'en ai jamais fait, mais j'imagine que quand vous faites un hold-up, vous allez très vite. Il ne faut pas laisser le temps aux gens de réagir. Bien sûr. La surprise. C'est du terrorisme en col blanc. Ça s'appelle Je faire n'ai un coup. pas peur de le dire. C'est du terrorisme en col blanc. On terrorise les gens. On leur met une pression qui les empêche de réagir. Eh bien, démasquons-la et ne nous laissons plus impressionner. Parce que quand elle est démasquée, elle détale. Elle détale. Et on l'a vu à Anzy-le-Duc. Ils se sont effondrés littéralement. Et nous avons permis à l'Église, et là je dirais que c'est le côté extrêmement réconfortant de cette affaire, c'est que notre Église est bien vivante. Et que notre Église, c'est nous. Et que si nous sommes bien vivants, notre Église est bien vivante. Voilà. Et que nos prélats ne demandent, je dirais, qu'à être soutenus par nous, hein, pour jouer pleinement leur rôle. Je crois qu'on mérite l'Église que nous avons. Donc, soyons présents et attentifs et acteurs. Nous laïcs, nous avons un rôle extraordinaire à jouer. Nous sommes dans une époque fascinante parce que nous sommes dans une époque où les ficelles tirées par le diable sont devenues tellement évidentes que le combat peut se mener. On a vécu 40 ans où le diable a pu se cacher, où le progrès a pu montrer un aspect positif, c'est-à-dire on allait vers plus de confort, plus de joie de vivre, plus de ceci, plus de cela, ce qui était parfaitement faux. Mais un écran de fumée pouvait paraître être le cas. Oui. Aujourd'hui, on voit les vraies ficelles. On les voit, les ficelles. Donc, coupons-les. Voilà. Libérons-nous. Voilà. Maintenant, on voit, donc, il est temps d'agir. Et c'est vrai qu'un ennemi qu'on ne peut pas définir, c'est extrêmement angoissant. Or, aujourd'hui, il faut le faire exprès pour ne pas le voir. Oui, hein, tout à fait. Un commentaire, Docteur Dor. Surtout ce que vous venez d'entendre. Oui, bien sûr, j'applaudis des deux mains. Cet enracinement, c'est remarquable. Ça imite, les végétaux, ils ne peuvent avoir de racines. Mais alors, on oublie peut-être les algues qui n'ont pas de racines. Alors, ce sont des thalles, T-H-A-2-L-E. Mais c'est-à-dire, elles ont quand même des tiges avec de la chlorophylle, tout ça, pour monter à la lumière. Oui. Elles se cramponnent. Voilà. Et alors, le mot racine, elles ont aussi des petits flotteurs, comme vous savez. Tout ça, c'est admirable. Tout est intelligent. Moi, je dirais que tout est intelligence. Ça crève les yeux. Quand je regarde un petit je vous ai déjà dit l'histoire, mais je ne sais pas. Mais sur le trottoir de ma rue, la concierge a vu une petite fille, Léa, tellement mignonne, 16 mois, dans les bras de son père, et elle était là. Un regard d'une intensité incroyable. Il n'y a rien de mieux que cette intensité du regard des petits. Ils ont tout à apprendre, tout à connaître. Alors, mon Dieu, ils sont là, à la fenêtre, si je puis dire. Voilà, ils tournent la tête, ils retournent. Il n'y a pas plus amusant aussi. Voilà. Je trouve que tout est à la fois beau, intelligent, puisque la beauté, on en avait parlé juste avant, n'est-ce pas ? Oui, absolument. La beauté, c'est la splendeur de la vérité. Ça, c'est une définition intéressante, qui est celle même qu'emploie Jean-Paul II. Donc, tout est beauté, intelligence. Et quel crime, justement, de voiler tout ça, de dire qu'il ne faut plus tout ça, il ne faut plus nous sommes dans la laideur, dans les ténèbres, véritablement, liberté, et c'est ça qui a tout. La liberté remplace la vérité. La vérité devient relative et la liberté absolue. C'est ça le grand péché révolutionnaire. L'homme se fait Dieu. Et quel Dieu il fait. Et il tombe dans le nihilisme le plus absolu. Voilà, et on tombe, c'est là le vide. J'admire que vous soyez un peu sous-marine. Tout à fait. Je suis sous-marine. Je pense au poulpe. Vous savez que le poulpe, là aussi, fort intelligent, vous savez comment ça se passe. Et vous avez peut-être vu ça. Il se réfugie dans les trous. Parce que le dos n'est pas protégé. Ils ont des bras, si on peut dire, les céphalopodes, des bras autour de la bouche, c'est comme extraordinaire. Et alors, il faut protéger le reste. Et quand on leur offre un vase, ils viennent dans le vase. Mais quand ils ont un trou dans un rocher, ils vont, vite occuper et alors, avec leurs tentacules, ils ferment la porte avec des pierres. N'est-ce pas ? Et donc, il y a une conscience du poulpe de la sécurité. N'est-ce pas ? Peut-être vous avez vu ça. Oui, tout est admirable. Je vous dis, moi j'ai beaucoup suivi les aventures du poulpe, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui donnait les résultats de football. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Alors, Stéphanie Bignon, il nous reste quelques minutes. Je voulais juste terminer par la phrase de notre abbé, c'est « La colère trouve ses racines dans l'amour ». Donc la colère trouve ses racines dans l'amour, il est temps de se mettre en colère. Bon, c'est valable pour tout.
tous les citoyens. Et tous les sujets. Là où ils sont. Les églises, l'avortement, tout. Les aberrations de tout poil. Les paysans dans leur voilà, ne laissons plus rien passer. Soyons le grain de sable, le caillou dans la chaussure. Tout ce qu'on peut faire, soyons un caillou dans la chaussure. La chaussure du diable. Et qui ne puisse, exactement, dans la chaussure du diable, qu'il ne puisse plus impunément nous manipuler et croire qu'il nous manipule. Voilà. Donc, pas d'abstention. De l'action. De l'action, exactement. Même petite, encore une fois, il n'y a pas de petites actions. Tout le monde peut faire quelque chose. Et de la prière, évidemment. Et de la prière, merci. Ça, c'est ce qui enracine l'action. Exactement. C'est évident. Merci, Dr Dor. Donc, je rappelle, le congrès de SOS Tout Petit, qui s'intitule La vie prise à sa source, le 5 mars à l'Asième, donc à Paris. 6 rue Albert de la Parent dans le 7e arrondissement de Paris, métro Ségur, entrée libre. Ça commence à 9h par une messe traditionnelle, ça terminera vers 17h30, 18h. Et merci Stéphanie Bignon. Terre et Famille, donc Terre et Famille, j'ai tout noté, Terre et Famille en un seul mot et en singulier, @gmail.com pour prendre contact. Et puis sur le site Terre et Famille que vous trouvez facilement sur Internet. Vous avez un téléphone pour les auditeurs qui n'auraient pas, ou une adresse pour les téléphones qui n'auraient pas absolument. 06 50 95 13 80. 06 50 95 13 80. Et sinon, Stéphanie Bignon, La Beluse, BELUZE, 71 110, Briant, BRIANT comme tango. Briant, BRIANT comme tango. Voilà, et comme Brionnais. Très bien. Et voilà. Je relancerai naturellement les différentes conférences que vous organisez. J'ai noté le 19 mars avec Xavier Martin, le 27 mai avec Pierre Magnard, que je recevais la semaine dernière dans ce studio. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et merci. Go, pardon, action. Il n'y a plus qu'à y aller. Merci. Merci Didier.